Donc maintenant est venu le temps de notre table ronde. Donc je vous demanderai d'applaudir Monsieur Martial Liu, qui est éditorialiste économique. Merci Martial de me rejoindre sur scène. Rejoignez-moi puisqu'on va passer à peu près 3/4 d'heure ensemble. Merci d'être là, de nous accueillir aux côtés d'Hubert Védrine, conseiller, président de l'Institut François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères, bien sûr. Et puis Alain Juillet, qui est président d'honneur de l'Académie de l'intelligence économique. Merci à vous deux d'être avec moi. Le thème de ce soir, c'est supply chain et géopolitique. Et c'est vrai que le Covid, puis la guerre en Ukraine, vous le savez, vous qui êtes confrontés à ça au quotidien, on redéfinit un peu les risques et les enjeux de développement des entreprises internationales. Vous avez évidemment la relation client, vous avez la livraison, vous avez la gestion des stocks ou l'approvisionnement. Tout cela a été remis en cause avec même... On en discutera potentiellement un aléa moral, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire des pays avec lesquels il ne faut plus faire de business. On pense à la Russie en ce moment, des pays où ça est impossible de faire du business, on pense à l'Ukraine. Ou encore des pays qui... Ah oui, le micro est là, effectivement. Merci Alain. C'est compliqué d'être livré depuis la Chine, vous l'avez certainement expérimenté les uns et les autres, puisque soit c'était fermé par temps de Covid, soit c'était des choix qui étaient faits par la Chine d'alimenter tel ou tel fournisseur ou tel pays. Donc, la géopolitique s'est invitée dans la stratégie des entreprises et on va parler de cela tous ensemble, tous les trois. Pour vous deux, j'ai une première question, Hubert Védrine et Alain Juillet, qui s'adresse à l'un et à l'autre, mais si on devait définir les nouveaux risques à identifier aujourd'hui quand on est une entreprise qui veut se développer à l'international, Hubert Védrine. Je sais pas comment ça marche. Ça marche. Ça marche. Je vous entends. Bon, je crois que dans la situation que nous vivons, tous, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que pendant 30 à 40 ans, on a cru que la mondialisation était sans fin et que toutes les barrières allaient tomber et que donc on allait pouvoir projeter nos activités de toutes les natures, et donc les fameuses supply chains étaient uniquement fondées sur des calculs de coûts, de comparaison, où est-ce qu'on produit, comment on transporte, etc. Et que tout le reste était terminé, avec cette croyance complètement débile que l'histoire était finie. C'est exactement l'inverse qui se produit. Donc on a cru ça pendant 30 ou 40 ans. C'est pas la mondialisation qui était tombée du ciel à cause de l'invention du conteneur, c'était une politique. Il y a des mondialisateurs, les États-Unis et la Chine. Bon, alors tout ça, et finalement, on est sorti de cette période par différents épisodes, et nous sommes maintenant avec l'impression inverse. Alors, il y a eu le 11 septembre, il y a eu 2008, il y a eu le changement de ligne de la Chine, et donc maintenant, le risque, ce serait de penser que le monde va se refermer. Vous savez, avec les gémissements moralisateurs sur le repli sur soi, des choses comme ça. Mais ce n'est pas vrai non plus. Donc moi, je ne crois pas qu'on va voir disparaître la mondialisation. Donc ce que nous vivons, c'est la mondialisation va continuer sur des bases recalculées autrement. Après, ça dépend de chaque métier. Oui. Mais fragmentée. D'ailleurs, on a bien vu dans la tension entre les États-Unis et la Chine de la dernière année, il y avait une volonté de part et d'autre de couper les liens. Ce qui est 1000 fois plus important que l'affaire russe, en termes économiques, avec l'affaire ukrainienne. Donc on parlait de découplage. Donc ça veut dire que toutes les fameuses supply chains qui intègrent la Chine, plus ou moins, étaient mortes, quoi, en gros. Mais c'est impraticable. Et on voit maintenant les dirigeants américains, par exemple Mme Janet Yellen, qui dit on ne va pas découpler. On ne peut pas découpler complètement. On va dérisquer. Alors, est-ce que ça veut dire comment ils font pour dérisquer? C'est un autre sujet, ça. Mais en tout cas, ne vous projetez pas dans l'idée d'un monde qui reviendrait à l'ouverture généralisée, comme celle qui avait été déclenchée par Deng Xiaoping et les Américains. Ça, c'est fini, ça. Par contre, un monde complètement refragmenté, non. Même un monde multipolaire avec des pôles précis, non. Parce que c'est instable, on ne sait pas qui mettre dans les pôles. Voyez. Donc on est entre les deux. Voilà, donc il ne faut pas être trop traumatisé, mais il faut être réaliste en même temps. Et après, il faut prendre sa loupe. Oui. Parce que ce que je viens de dire est très général. Alors, on va le détailler ensemble, évidemment. On a un petit peu de temps pour ça. Mais Alain Juillet, vous voyez comment on peut naviguer au milieu de
de ce paysage de blocs qu'évoque Hubert Védrine. On a un peu le sentiment d'être un brise-glace, là. C'est-à-dire que, comme ça vient d'être dit, la mondialisation telle qu'on l'a connue, elle est morte. Mais il y a un autre type de mondialisation qui va se mettre en place parce qu'on ne peut pas tout arrêter. Oui. Mais par contre, si on regarde effectivement ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de zones du monde qui sont en train d'émerger pour de différentes approches. Et chacune de ces zones du monde a des spécificités. Et c'est ça qu'il faut regarder. En réalité, on n'est plus dans comme on disait, la customisation, c'est-à-dire on fait un produit, on l'adapte et puis il marche partout. Donc ça il faut oublier ça. Mais ça veut pas dire pour autant que les produits, on ne pourra pas les vendre. On pourra vendre nos produits, mais il va falloir avoir des adaptations. Et c'est là où on rentre dans ce que j'appelle l'intelligence économique, qui est mon domaine. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut, dans un premier temps, et on pourra en parler, il faut identifier les zones. D'abord l'évolution du monde et en être conscient, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Un deuxième temps, c'est d'identifier les zones qui, parmi dans ce qui se passe, sont les plus intéressantes pour nous. Et là, chaque entreprise a une spécificité. Et chaque entreprise a des zones qui sont plus favorables que d'autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la troisième, c'est une fois qu'on a défini une zone, alors il faut vraiment travailler pour voir les moyens pour y répondre, pour répondre aux attentes. Et là, dans le cadre de la supply chain, pour apporter toutes les réponses optimales. Et là, il faut vraiment travailler à fond pour la dominer. Donc il y a plusieurs étapes. Mais je ne veux pas être trop là-dessus, mais au départ, il faut bien comprendre, c'est qu'on est, je crois, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un changement profond du système. Ça ne veut pas dire que tout est remis en cause, mais on est dans un changement parce que les rapports de force sont en train de changer. Et justement, Hubert Védrine, comment on les identifie ? Vous disiez, il va falloir regarder à la loupe, c'est un peu ce que dit Alain Juillet aussi, c'est-à-dire que là, on fait du cas par cas, on est plus sur le même produit vendu un peu partout dans le monde, et désormais, on essaie de relocaliser la demande, de relocaliser la production. On s'y prend comment pour vivre au milieu de cette mondialisation fragmentée ? À la fin des fins, quand il faut décider, il faut faire du cas par cas. Mais avant, pour savoir dans quoi on est, il faut rappeler le contexte. Donc la vision, genre EMC, on va dire. Le monde est peuplé de 8 milliards de consommateurs, qui sont tous les mêmes. Ils ne s'intéressent qu'à acheter moins cher. Et leur histoire, leur langue, leurs conflits, leur identité, on s'en fiche. Terminé. Ça, c'est complètement absurde, ça n'a jamais marché. Et c'était, disons, imposé de façon tellement brutale que ça a réveillé le populisme dans tout l'Occident. Donc les classes moyennes ont compris que c'était mauvais pour elles. Elles ont décroché. Elles sont devenues populistes, qui ne sert à rien de dire ça. Elles ne se sentent plus en confiance, ni avec la mondialisation des dernières décennies, ni avec le projet européen. Donc il faut réintégrer ça. Et d'ailleurs, on voyait bien que dans toutes les démocraties occidentales, il y a des luttes internes sur ces questions. Bon, donc il faut intégrer ça. Il y a un autre élément que je dis, parce que là on parle un peu géopolitique, qui est dominé par le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, quoi, en gros. Et au-dessus, en surplomb, à mon avis, il y a la question écologique. Et moi, je pense qu'il y a une course de vitesse sur l'ensemble de la planète, entre la détérioration des conditions de vie sur la planète et d'autre part, l'écologisation de tout. On va écologiser comme autrefois on industrialisait. Et il n'y aura plus aucune différence entre l'écologisation et la croissance. Ce sera la même chose. Mais ça s'étale selon les spécialités sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Bon, ça c'est au-dessus. Oui. C'est même plus grave que États-Unis-Chine. Oui. Alors après, dans le système, j'ajouterai à la compréhension globale, avant que chacun dans son domaine regarde avec sa loupe le cas par cas, que les Occidentaux ont perdu le monopole. Ça, il faut l'intégrer. C'est très compliqué parce que les Américains refusent cette idée et les Européens, ça les désespère parce qu'ils ont cru à la communauté internationale, fait des tas de trucs complètement nigauds qui ne fonctionnent pas. Donc les Occidentaux qui ont contrôlé l'histoire du monde pendant 4 ou 5 siècles, c'est terminé, en tout cas le monopole. Ils sont les plus riches. Mais alors, qui domine ? Il y a un dominant ? Donc il faut intégrer ça. Et après, à la fin de la chaîne d'analyse, vous avez l'entreprise X ou Y qui doit prendre les moins mauvaises décisions. Mais là, il y a un dominant ou pas dans ces rapports de force que vous décrivez ? J'ai dit en un mot, disons, les États-Unis veulent rester numéro 1, la Chine veut devenir numéro 1, et les États-Unis ne veulent pas. Quoi. Voilà, et l'Europe compte les points. Après, il y a un grouillement
il y a un grouillement d'autres Ouais. intervenants. Et sans oublier l'Inde qui dit, attendez, la prochaine étape, c'est moi. Hein. Ils n'y arrivent Faut pas. l'oublier. Ils ne peuvent pas équilibrer la Chine. Non, mais bien sûr, ils ne peuvent pas. On est bien d'accord, mais ils bougent. Mais alors donc, Alain Juillet, quand on est une entreprise, qu'on s'est habitué à naviguer au milieu de la mondialisation, ce qui doit être à peu près le cas de la plupart de ceux qui sont dans l'Assemblée devant nous ce soir, on fait quoi? On se repositionne localement en Chine, en Inde, en Afrique, Non, mais aux c'est- États-Unis ou on... Non, mais c'est ce qu'on a dit. Il faut bien regarder ce qui se passe, les rapports de force, les évolutions des différents pays, enfin du moins des ensembles de pays. Il faut regarder ce qui se passe. Il faut regarder les pays qui marchent bien et les pays qui marchent mal. Non pas avec une vision, je dirais, purement occidentale, en disant il y a les bons et les méchants, mais en regardant ce qui réellement fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Hein, et à partir du moment où on comprend ça, on commence à comprendre ça, on commence à regarder les pays dans lesquels on peut faire des affaires. Hein, regardez, je vous donne un exemple. Regardez le Moyen-Orient, par exemple. Le Moyen-Orient, c'est en train de changer très rapidement actuellement. On l'a vu avec les accords entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Syrie, bon, et même la Turquie, qui en définitive aussi. Bon, on voit bien tout est en train de bouger par rapport à ce qu'on connaissait avant. Bon. Et pour aller sur l'écologie, c'est ce que disait le ministre, hein, sur l'écologie, il faut quand même regarder, la COP28 va être dirigée par un Émirati, un prince du gaz et du pétrole. Et ça a choqué. Oui, ben c'est Ça a une choqué, erreur, on a parce dit que ça. ça prouve qu'ils vont s'y mettre. Ils vont trouver des solutions. Alors ce ne sera pas les nôtres. Et là, on revient, ouais, ça ne seront peut-être pas les nôtres, mais elles ne seront peut-être pas plus mauvaises que les nôtres. Hein. Et justement, Hubert Védrine, par rapport à ce qu'on est en train de dire, ce que j'appelais tout à l'heure un peu l'aléa moral, parce qu'on a cité avec Alain Juillet un certain nombre de... Alors, aléa moral, c'est un mot économique que je réintègre dans vos univers, mais on a cité des pays là où c'est mal vu de faire du business. En ce moment avec la Russie, en ce moment avec la Turquie, en ce moment avec les pays d'Arabie Saoudite. Et pourtant, on en fait. Donc, comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'on arrive à mettre de la moralité occidentale ou pas dans les affaires? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de réel et pratique. Disons que, en dehors des cas extrêmes, du genre l'attaque de l'Ukraine par Poutine, Ouais. là, on est obligé de réagir, on ne peut pas le laisser gagner, même si parfois il y a des arguments russes qui n'étaient pas absurdes, mais enfin, ils étaient valables il y a 15 ou 20 ans, pas maintenant. Bon, là, on n'a pas le choix. Il ne faut pas que Poutine gagne, c'est pas possible pour 36 raisons. Bien. Donc ça entraîne la mise à l'écart, c'est dommage pour la Russie. La décision de Poutine est horrible pour les Ukrainiens, mais effrayante aussi pour la Russie, en fait. Mais ce n'est pas un énorme sujet quand on voit le poids de la Russie par rapport aux autres. Donc en dehors des cas extrêmes, la question ne se pose pas, en fait. Quant aux Occidentaux qui se pensent l'avant-garde morale de l'humanité, donc le bien et le mal, le manichéisme, ils ne vont pas recoloniser le monde entier. Donc les cas où on dit quand même c'est pas possible d'aller avec ce pays, c'est très rare. Alors les entreprises doivent faire gaffe quand même. Il y a deux choses. Il y a les lois, les sanctions. Donc les entreprises sont habituées à quand même tenir compte de tout ça. Et maintenant, il y a un domaine qui est plus compliqué, qui est la responsabilité sociale et environnementale, qui est très aggravé par le mouvement woke des États-Unis, qui est en train de gangréner une partie de l'Europe. Donc c'est très compliqué pour les entreprises, mais dès lors qu'on raisonne, on l'a dit tout à l'heure, au cas par cas, on va oublier toutes ces considérations un peu stratosphériques, et chacun va dire où est-ce que j'ai besoin d'acheter et de vendre, et je suis transporté comment, et à quel endroit, etc. etc. Bon, chaque entreprise a sa propre réponse. Donc il n'y a pas de réponse globale. Certains vont dire, ben, moi j'ai regardé, mais je reste en Chine. Je peux rester. Mais moi, je ne peux pas rester en Chine parce que si je ne reste pas en Chine, je vais étudier l'Inde, mais ça a des inconvénients aussi. Il y a peut-être l'Indonésie ou le Nigeria, je ne sais pas. Bon, vous voyez les raisonnements comme ça. Donc il y aura une réponse très ciblée qui peut fonctionner dès lors qu'on abandonne la référence à des sottises dont on a parlé tout à l'heure, la communauté internationale, la mondialisation, les Nations Unies, c'est des concepts creux, ça. Ouais. Et c'est plutôt une bonne idée en chef d'entreprise. Voilà, mais c'est plutôt une bonne idée de mettre des pays, on parlait d'écologie, des gros pollueurs, justement en responsabilité finalement. C'est une très bonne idée, ça. C'est pas les... Regardez, moi, quand j'ai passé les 14 années de Mitterrand auprès de lui à l'Élysée, j'ai vu tous les grands scientifiques mondiaux qui venaient à Paris pour des réunions. Ils étaient tous écologistes. Je veux dire, scientifiquement. Aucun n'était dans un parti écologique. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il n'y a pas un seul parti écologique en Europe qui a avancé une solution sur quoi que ce soit. Ils ont une liste énorme de punitions, ou d'empêchements, ou de remontrances, mais ils n'ont pas de solution.
C'est pas eux qui ont inventé la super batterie de l'avenir. Bon. Donc c'est sans issue, ça. En revanche, vous savez très bien, il y a des millions, pour ne pas dire plus, d'ingénieurs, de chercheurs, de scientifiques dans le monde entier qui avancent et qui trouvent des solutions. Donc après, il vaut mieux que ce soit d'énormes entreprises énergétiques ou des pays pétroliers qui disent on a compris, on va s'y mettre. Donc il vaut mieux que la COP 28, je ne sais plus combien, 28, Oui, comme 28, oui. COP 28 soit dirigée par les Émiratis. C'est très bien. C'est clair. Plutôt que de mettre un pays européen qui va donner la leçon à tout le monde, mais qui n'a pas de solution. Donc il faut les impliquer, tout le monde va être impliqué, même le monde agricole. Oui, je crois qu'il faut, pour rebondir sur ce que disait le ministre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'écologie, tout le monde est conscient maintenant qu'il y a un problème, mais les solutions qui sont préconisées en Europe de récession sont insupportables pour le reste du monde qui cherche à se développer. Donc on ne va pas imposer aux autres une vision de décroissance, mais ça s'appelle du colonialisme, du néocolonialisme. Bon, c'est évidemment inacceptable. Donc il faut leur faire confiance aussi. Ils sont capables de trouver des solutions. Localement. Bien entendu. Quand le Maroc met au point et met dans le sud du Maroc une centrale solaire qui produit aujourd'hui l'électricité moins chère que le nucléaire français, moi je dis ils ont réussi. Ouais. Vous voyez ? Mais attention, parce que le solaire là-bas, il y a un soleil, il y a des conditions météo qui fait que le solaire peut être rentable. Ouais. Moi, je ne suis pas contre les éoliennes, par contre, mais il y a des vraies questions à se poser sur les éoliennes quand on voit où elles sont, quand on voit le nombre de fois où elles ne tournent pas. Vous voyez, pour prendre un exemple. Bon. Donc mais pour revenir au fond du problème, il y a une chose qui est certaine, c'est que pour les entreprises, il faut bien qu'elles comprennent que nous sommes dans un changement dans lequel il ne s'agit pas de parler de morale, il ne s'agit pas de parler de dire mais c'est nous qui guidons le monde, ou c'est les Américains, ou c'est les Chinois qui vont guider le monde. C'est pas du tout ça. Il s'agit de trouver des endroits où nous, on peut développer nos activités, en regardant des endroits qui sont les plus sympathiques, les plus ouverts pour nous, par rapport à nos spécificités. Alors c'est aussi bien des questions de supply chain, d'approvisionnement, de produits, de vente, de marketing, de tout, de pénurie locale, il y a plein de choses. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est vrai que l'Occident a toujours envie d'éclairer le monde. Ça date des Lumières, ça date des Lumières et des 18e siècle chez nous. Mais Hubert Védrine, ce que vous dites là me fait penser à toutes ces réglementations qu'on voit arriver, qui sont plutôt des réglementations ou des règles occidentales, au niveau européen, au niveau de l'intelligence artificielle, où on dit attention, il faut mettre un moratoire pour pouvoir surveiller le développement de cette intelligence artificielle. Est-ce que tout ça, c'est pas justement des barrières pour empêcher finalement le monde d'avancer trop vite ? Non, pas tout. Non, mais il y a des cas où c'est immensément justifié, quand même. Mais sur la question de la morale, là, que l'Occident a d'ailleurs fait au monde entier, etc. Parce que l'Occident est prosélyte. L'Occident est issu de la chrétienté qui est prosélyte, comme l'islam. Les Chinois ne sont pas prosélytes. Bon, l'élément moral, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'on n'a pas la force de changer le monde. On va pas, je répète, on ne va pas recoloniser le monde entier pour imposer nos trucs. Et je cite souvent Robert Badinter, lui-même, quand il entend dire la France est la patrie des droits de l'homme, il dit non, on est la patrie de la déclaration. Patrie de la déclaration. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas de baguette magique pour transformer la Russie en un gros Danemark. Et on ne peut pas transformer comme ça, tac, l'Arabie, l'Iran, le reste, quoi. Ouais. Donc il faut se mettre ça dans la tête. Donc il y a les cas extrêmes où on est obligé de réagir par la force, mais heureusement il n'y en a pas beaucoup. Le reste du temps, il faut agir comme on essaie de l'expliquer tous les deux, vous voyez. Oui. C'est comme ça qu'il faut approcher le reste du monde. J'évoquais... Alors, la réglementation. Oui. Ça part évidemment d'un bon sentiment, mais il y a des cas où l'Europe fait trop de réglementation. Ça, c'est une sorte de furie de la Commission, depuis longtemps, de certaines directions de la Commission, renforcée par la Cour de justice qui a pété les plombs depuis longtemps, une sorte de fuite en avant effrayante. Mais il y a des cas où c'est vraiment justifié. Par exemple ? Il y a des cas, la protection des données, par exemple. Il n'y a aucune raison d'admettre que les données sont sans protection, notamment les données personnelles, et qu'on va abandonner ça à la fuite en avant des Californiens ou des Chinois. Il n'y a pas de raison. Donc il y a des domaines. Par exemple, ce que fait Thierry Breton, je viens d'être un peu critique gentiment sur l'Europe, la furie réglementaire, mais il y a des domaines très bien. Ce que fait Breton est très bien.
Et si le patron de Google vient négocier avec Breton, c'est parce qu'on pèse lourd. Voilà. Donc il y a des domaines où on peut dire, nous, on va proposer, imposer, les autres sont obligés d'en tenir compte. En revanche, il y a des domaines où il y a une surenchère, soit de l'Europe, soit de la Cour de justice, soit de la France toute seule. La France est spécialiste du fait de ne pas appliquer les directives, de prendre un retard gigantesque et après d'en rajouter pour montrer qu'elle est quand même très européenne. C'est pas du tout la bonne attitude, ça. Donc il faut trier dans les domaines où, heureusement, il y a des critères européens qui vont équilibrer le reste, parce qu'après tout, les sociétés européennes, c'est quand même ce qu'on a inventé de mieux dans l'histoire. Entre la liberté, l'organisation, la richesse, la protection. Bon, on n'a jamais fait aussi bien. Donc, si on arrive à peser, très bien. Mais il ne faut pas le faire d'une façon exagérée, isolée, trop rapide qui nous isole. Donc, ça s'applique exactement au rythme de l'écologisme. Oui, oui. Et Alain Juillet, on évoquait aussi vous, c'est l'intelligence économique, mais là, il y a évidemment un enjeu d'intelligence artificielle qui semble aller très, très vite pour les entreprises. Comment est-ce qu'elles appréhendent ça, en fin de compte ? Si vous devez conseiller une entreprise qui voit cette espèce d'énormité de l'intelligence artificielle qui a l'air de chambouler tous les métiers et de rebattre les cartes. Oui, il faut admettre, d'abord, c'est une réalité, hein, donc il faut l'admettre. On ne peut pas se battre contre en disant « je ne suis pas d'accord ». On peut pas, comme disent les marins, on ne peut pas se battre contre la marée, hein, c'est clair. Donc aujourd'hui, il est évident que nous sommes en train de vivre, au niveau du numérique, au niveau de l'intelligence artificielle, dans beaucoup de domaines, on est en train de vivre une évolution extrêmement rapide. Et bien entendu, il faut que les entreprises l'intègrent dans leur réflexion, parce que sinon, elles vont dans la course dans laquelle, comme on l'a rappelé, les concurrents sont partout. C'est là où la mondialisation existe, dans la mesure où les concurrents sont partout. Mais par contre, les concurrents sont spécifiques par rapport aux zones dans lesquelles ils se trouvent. Donc, si on veut répondre aux concurrents et être aussi efficace qu'eux, il faut qu'on fasse attention de ne pas se laisser dépasser. Hein? Or, et c'est ça où il faut faire très attention. Quand on voit ce que disait le ministre, par exemple, quand vous voyez l'Europe essaie de se battre à la fois contre les Américains qui essaient de nous coincer avec les lois extraterritoriales et autres, hein, et la RGPD, on a vu, est aussi une réplique par rapport aux mesures américaines pour essayer de récupérer les infos dans des clouds qui sont aux États-Unis. Or, la loi américaine fait que tous les services américains peuvent aller regarder dans le cloud sans aucune justification de justice, hein, avec pour conséquence de prendre les affaires. Et on ne vous dit pas où ça part une fois qu'ils vous l'ont trouvé. Bon, donc ça on le sait, ça fait partie du jeu. Mais à partir du moment où on le sait, il faut en tenir compte. Hein. Quand vous regardez par exemple l'Afrique actuellement, c'est très intéressant. L'Afrique est en train d'évoluer très vite. Bon, pas seulement sur le plan démographique, hein, mais on ne s'en rend pas compte. Dans le développement démographique de l'Afrique, vous avez aussi toute une partie de la jeunesse qui commence à être très bien formée. Hein. Je dis à titre personnel, je considère qu'on a complètement loupé la chose, parce que ceux qui devaient venir chez nous, on les a jetés en leur disant « vous êtes comme des migrants, on vous jette », et ils sont tous partis aux États-Unis, ils sont partis en Chine ou ailleurs. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent ? Ils sont super formés, mais ils appellent les Chinois les Américains. Bon, alors nous on s'est créé des handicaps parce qu'on n'a pas voulu voir la réalité en face. Hein. Et maintenant, les entreprises doivent se substituer à un certain nombre de carences qu'on a pu avoir en disant moi, je vais à mon niveau, avec ce qui se passe, je vais essayer de voir où j'ai des opportunités. Et là, on est dans l'intelligence économique, on va aller vraiment chercher les informations. Et en sortant aussi de cette vision, je dirais européenne ou occidentale, qui nous fait tout le temps juger qu'on est les meilleurs et les plus intelligents. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément fait les polytechniques ou les NARC ou ce que vous voudrez, hein, et qui sont dans un coin du monde et qui sont plutôt proches de l'arbre que proches du Boeing, et n'empêche qu'ils trouvent des trucs géniaux. La planète, elle bouge, hein, partout. Il ne faut pas croire, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des choses intéressantes. Et ça, il faut l'admettre aussi. Hein. Il faut regarder les choses en face et se dire, on est dans un monde qui bouge, adaptons-nous, mais comme on ne peut pas aller partout, c'est là par rapport à la grande mondialisation qui était imaginée, on ne peut plus aller partout parce que ça coûte trop cher et c'est trop compliqué. Sélectionnons des zones dans lesquelles on a une chance d'y arriver. Alors après, chacun peut trouver la sienne. Hein. Oui. Hubert Védrine, par rapport à ce que dit Alain Juillet, 2 questions en fait. Une première, pour prolonger sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est apatride ou est-ce que c'est de nouveau en fait une espèce de
de domination américaine ou chinoise, première chose. Et deux, est-ce que par rapport à la supply chain, par rapport à ces métiers qui sont finalement le bras armé d'une grande partie de la logistique et du e-commerce, est-ce qu'on va avoir des zones ou des activités qui vont être celles de la logistique et puis les autres de l'intelligence? Ce n'est pas mon métier, mais on ne peut pas isoler les deux, c'est pas possible. Il n'y a pas de l'intelligence d'un côté. Bon. Non mais Vous connaissez la plaisanterie sur l'intelligence artificielle. dites-moi. On espère que ça va réduire l'imbécilité naturelle. Mais Oui. bon, on verra. Mais je voudrais réagir sur 2 points. L'Europe et la question migratoire. Sur l'Europe, j'ai à la fois critiqué et en même temps rendu hommage à Thierry Breton. Mais je pense que dans la tête des Français, il y a un truc très important. C'est que pendant très longtemps, tous les gens qui étaient modernes, ouverts, intelligents, pas archaïques, etc., disaient « je suis pro-européen ». Moi aussi d'ailleurs. Hein. Mais comme si l'Europe était la solution automatique. Ce n'est plus vrai. Alors il n'y a pas d'autre cadre que l'Europe, même s'il y a plein de décisions au niveau local, national, européen. Mais l'Europe est un champ de bataille aussi. Donc il faut quand même raffiner le truc. Si on dit les États-nations d'Europe sont trop vieux, ils ont un passé chargé, blablabla. Donc on va s'en remettre à l'Europe. Alors on peut le dire, mais en termes politiques, on n'a plus du tout d'électorat populaire. Donc les gens décrochent. En revanche, si on se met d'accord tous ensemble, on aura plus de poids, tout le monde comprend. Même un électeur de Mélenchon ou de Le Pen comprend ça. Donc il faut vraiment arrêter de croire que le niveau européen va se substituer dans tous les domaines au niveau national. Alors l'Allemagne ne pense pas ça du tout. L'Allemagne applique sa politique dans plein de domaines. Ils sont devant le fait accompli. Donc il faut aller au-delà de l'Europe. Oui, c'est un cadre indispensable, mais dans ce cadre, il faut batailler longtemps à l'avance. Et on l'a vu dans l'affaire du nucléaire français, où la France n'aurait jamais dû accepter que l'Allemagne, au-delà des décisions débiles qu'ils ont prises en sortant du nucléaire, donc en relançant le charbon, en fait, on n'aurait jamais dû accepter qu'ils essaient d'empêcher les autres pays de faire autrement. Donc il y a aussi une bagarre dans le niveau européen. En ce qui concerne la question migratoire, je nuancerai parce que là, je pense qu'il y aura une pression migratoire tellement géante dans le monde entier, entre certaines zones et certaines zones, que de toute façon, il faudra gérer les flux migratoires beaucoup mieux qu'aujourd'hui, où c'est n'importe quoi, entre les pays de départ, de transit et d'arrivée. Vous avez parlé de profession, je suis d'accord. Gérer avec des quotas par métier. Par métier. Et par ailleurs, il faudrait ramener le droit d'asile, qui est totalement détourné de son objet aujourd'hui, aux gens, il faut le faire bénéficier aux gens en danger, en vrai. Ça, il ne faut pas renoncer, c'est une tradition européenne très importante. Donc je pense qu'on ne peut pas simplement dire on a besoin de gens, il faut les laisser venir, vous voyez. Et vous savez bien que les gens qui viennent, c'est les passeurs qui décident. Donc on voit arriver des familles entières du Sahel qui sont un peu impossibles à intégrer, en fait, pour 36 raisons, alors qu'on manque énormément de gens dans les métiers en tension, comme dit le projet de loi. Donc moi, je suis pour une gestion des flux migratoires. Bien sûr. Mais évidemment, il y a une partie les opinions sont furieusement contre l'un ou l'autre des volets. Donc il faudrait aller au-delà. Donc je suis pour en gros, ce que font les sociodémocrates scandinaves par rapport à ça. Mais normalement, ça permet de négocier énormément de gens dans les métiers dont on a besoin. Oui, mais bien sûr. Là, L'immigration choisie, quoi. Hein. Mais juste un chiffre, parce que par rapport à ce qui a été dit, quand on voit par exemple l'Afrique, les gens ne savent pas, c'est pour ça que je vous le dis, en général, hein, il faut savoir qu'en Afrique, actuellement, il y a des mouvements de population dans tous les sens, hein, nord-sud, sud-nord, est-ouest, est-ouest, bon, dans tous les sens, des pays pauvres vers les pays riches, dans toute l'Afrique. Et il n'y a que 10% des populations migrantes qui montent vers l'Europe. 90% se fait entre les pays d'Afrique. Donc le problème, en définitive, il est chez nous, mais il est aussi ailleurs. Hein. Ouais. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes partout. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder les problèmes un peu différemment. Je crois qu'il faut sortir un peu des limites de l'épure dans beaucoup de domaines. Hein. Si je nous ramène sur la supply chain, Alain Juillet, souvent quand on demande à Jeff Bezos de décrire Amazon, il dit « je suis une entreprise de logistique ».
Oui. J'ai été une librairie vaguement au départ, aujourd'hui je suis une entreprise de logistique. Oui. Est-ce que la crise qu'on a connue, Covid notamment, cette espèce de cloche qu'on s'est imposée tous, n'a pas révélé que l'économie restait une affaire de flux et une affaire de mouvement de marchandises? Parce que c'est ça qui a été finalement stoppé en réalité. Vous pouvez avoir toutes les technologies que vous voulez, vous pouvez améliorer les technologies dans tous les sens, les principes qui étaient les mêmes il y a 2000 ans seront toujours les mêmes. Hein? Donc la supply chain, elle s'est considérablement améliorée, optimisée, elle continue et elle continuera. Hein. Tous les outils qu'on évoque, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, tout ce que vous voudrez, ça va encore améliorer les choses. Et on va optimiser chacun des éléments constitutifs de la supply chain de manière à avoir les prix les plus compétitifs possibles et le meilleur service, meilleur rapport qualité-prix. Bon. Mais il faut pas, c'est pas parce qu'une entreprise, vous parlez d'Amazon, c'est pas parce qu'une entreprise a monté un concept, l'a développé très vite en mettant des moyens considérables que la guerre est perdue. Ce n'est pas vrai. Hein? En France, il y a Amazon, mais il y a d'autres sociétés aujourd'hui qui sont en train de tirer tout à fait leur épingle du jeu. Bon. Et c'est partout pareil, si vous voulez. Parfois tiré même par Amazon. Oui, mais donc mais si vous avez une bonne idée, vous pouvez la mettre en œuvre et cette idée, elle va vous permettre de vous en sortir très bien. Ouais. Donc la question, c'est effectivement, c'est de connaître suffisamment le marché et l'environnement et les lois et les tendances et les consommateurs ou les utilisateurs ou les clients pour définir quelque chose qui est véritablement performant, une supply chain véritablement performante. Et si vous voyez que c'est possible, alors à ce moment-là, vous avez un avenir devant vous qui est plutôt radieux. Et bien, que ce soit. Je suis tout à fait d'accord, mais avec une petite nuance qui est qu'il y a quand même, à la marge, je reconnais, une petite part de re-régionalisation. C'est ce que j'allais vous dire. On le voit très bien, par exemple, si vous regardez pas simplement la Chine, mais l'Asie du Sud-Est. Si vous étudiez les courants entre la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, ça, c'est quand même très impressionnant. Donc c'est un peu moins, c'est pas la supply chain de l'origine où c'est totalement mondialisé, il n'y a que le coût du travail qui compte. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on observe avec l'IRA aux États-Unis. Enfin, il y a cette espèce de tentation de vouloir ramener les flux dans son périmètre. C'est l'IRA aux États-Unis, c'est les bonus écolos sur les voitures électriques en France. Enfin, c'est un peu ça, non? L'IRA, au lieu de râler contre les Américains, on devrait s'en réjouir. Donc les États-Unis relancent une politique keynésienne, industrielle, intelligente. Et ils vont faire des choses énormes qu'on leur reprochait de ne pas faire depuis 20 ou 30 ans. Et comme ça pénalisait l'Europe, on pousse des cris d'orfraie. Mais on est incohérent, il n'y a qu'à faire faut faire l'IRA européenne, quoi. C'est un peu la tentation, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer vaguement de faire, oui. Un peu. Mais il ne faut pas hurler contre les Américains par rapport à ça. Donc on est dans le domaine de la mondialisation un peu régionalisé. C'est ça. Mais pas entièrement, voyons, entre les deux. Oui, et puis vous avez une chose aussi. Alors justement, dans le cas de cette évolution actuelle, vous avez aussi des pays ou des groupes de pays dans lesquels on voit émerger des sentiments plus ou moins forts, par exemple pour acheter du local ou pour essayer de diversifier ses productions parce qu'ils ont compris qu'il y a peut-être des risques à dépendre d'un seul fournisseur et ainsi de suite. Donc si vous les détectez, vous pouvez en profiter. Hein? Mais regardez, je vais vous donner un exemple, puisqu'on parlait de l'Asie, par exemple. Ouais, c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'on parle de la Chine, tout le monde parle de la Chine, bien sûr. On vous parle de l'Inde, en vous disant en 2050, l'Inde, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, il y a un troisième pays qu'on est en train de découvrir en France, c'est l'Indonésie. Et l'Indonésie, c'est la plus grande puissance musulmane au monde. Hein, c'est richissime, ça se développe à toute vitesse, ça va nous passer devant dans les 5 ans à venir, au point de vue les prévisions, si vous voulez, du FMI montrent qu'ils vont nous passer devant au niveau PIB dans les 5 ans à venir. Donc c'est un pays d'avenir fantastique qui va en Indonésie. Hein? Pour faire du business, vous voulez dire? Oui, mais pour vous dire que... Oui. Non, mais à partir du moment... Ouais. Où on regarde, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Ouais. Et c'est valable dans le monde entier. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à rester sur des schémas qu'on a connus, qu'on a mis au point, qui nous ont satisfaits, sans vouloir admettre que ces schémas sont maintenant dépassés. C'est ça le truc. Et ça va vite, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas cette accélération aussi? Moi, j'ai un peu l'impression que les cycles économiques, Hubert Védrine, vont aussi beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire qu'on a vécu une économie stoppée net avec le Covid,
comme en temps de guerre, c'est-à-dire au lieu d'avoir 39,45, ça a tenu 1 an. On a eu une reprise digne des 30 Glorieuses pendant 1 an, et aujourd'hui on est face à une inflation comme la décennie des 70. Enfin, les cycles vont très très vite. C'est compliqué pour une entreprise d'arriver à avoir une stratégie comme ça. Mais je ne suis pas sûr que les entreprises se fondaient sur les cycles d'avant. Non, mais ils avaient peut-être plus le temps pour réagir. Et on ne les connaît pas, on n'est pas sûr. Les phénomènes dont j'ai parlé, c'est-à-dire la relativisation du pouvoir occidental, ça s'étale sur 30 ans. La montée en puissance de la Chine, qu'on découvre maintenant, mais ça a démarré avec la décision de Deng Xiaoping. Quand il a pris le contrôle de la Chine en 79, il s'est inspiré de Singapour en 79. Donc c'est des cycles assez longs quand même. Oui. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, quand c'est pas contre Kiev, c'est autre chose. Bien sûr, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est là aujourd'hui, est-ce que si on se met 2 secondes à la place des chefs d'entreprise qu'on a en face de nous, arriver à déterminer une stratégie, y compris une stratégie locale, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'hier ? Oui, mais regardez, alors je vais rebondir sur ce que vient d'être dit. Regardez ce qui se passe quand vous analysez un pays, par exemple. Il est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Si tous les 3 ans, tous les 5 ans, on change de président, ou de présidente, on change de politique, bon, eh bien évidemment, donc il n'y a pas de politique à long terme. Bon, mais quand vous avez des pays dans lesquels vous voyez qu'il y a une vraie politique à long terme, c'est plus facile de comprendre ce qui va pouvoir se passer à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Vous pouvez faire la planification, vous pouvez imaginer. Quand c'est en permanence, ça change tout le temps, c'est extrêmement difficile. Et dictature, donc. Ça, c'est rassurant pour le business. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était l'avenir, c'était les dictatures. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Je vous taquine, évidemment. Non, bien sûr. Non, mais regardez ce qui se passe justement dans les pays d'Asie, regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et autres. Bon, on a une vision quand même à peu près à long terme. Donc, ça, oui. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de réponse globale à votre question. Oui. Si on parle globalement, comme on essaie de le faire le mieux possible, c'est assez clair, mais c'est quand même assez embrouillé, parce qu'on ne peut pas dire la même chose sur l'Indonésie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Brésil. En revanche, si on prend n'importe laquelle de vos entreprises dans un domaine précis, je suis convaincu qu'on trouve la réponse. On dit voilà ce qui est imprévisible, voilà ce qui est prévisible. Il y a 3 ou 4 scénarios, on va les hiérarchiser et on va jouer le moins dangereux d'entre eux. Donc il y a des réponses au cas par cas, domaine par domaine, on va dire. Mais il n'y a pas de réponse par pays ou globalement. La macroéconomie, on en a parlé d'ailleurs avant l'échange, est souvent beaucoup trop vague. Il y a des concepts creux, quoi. Par rapport à ça, c'est comme les statistiques mondiales des organisations de l'ONU, ça n'a aucun intérêt. Oui. La croissance mondiale, on s'en fiche, ça ne veut rien dire. Donc je pense qu'en étant plus précis, plus concret, dans chaque domaine, on peut répondre à votre question. On s'approche de la fin de cette table ronde. Je lisais dans Les Échos Jean-Marc Vittori, qui est un excellent éditorialiste, qui parlait en ce moment d'un capitalisme de papier. J'ai trouvé l'expression assez jolie pour dire qu'on est face à une forme de capitalisme qui est obligé d'évoluer et qui a peut-être un peu perdu du côté rassurant de la puissance qu'il incarnait jusqu'à maintenant. Est-ce que vous reprendriez ce terme, Hubert Védrine, d'un capitalisme aujourd'hui en papier ? Et je poserai la même question à Alain Juillet, bien sûr. Vous avez d'abord, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation du capitalisme et de toutes les formes de capitalisme. Parce que les Chinois vous disent on fait du capitalisme populaire. Les Américains vous disent on fait du capitalisme financier. Bon, les Européens, ils ont encore une autre vision du capitalisme. Donc, en définitive, on s'aperçoit que le mot capitalisme, en définitive, est interprété par les uns et par les autres de manière très différente. Alors, moi, quand j'entends capitaliste de papier, je pense au tigre de papier cher aux Chinois. Je dis attention, non. Le système capitaliste, globalement, est un système qui a fait ses preuves et qui marche progressivement et on le voit appliqué à peu près partout, mais avec de grandes différences et de grandes variantes. Alors, dans la partie essentielle, on peut la suivre. Moi, je suis très frappé quand vous voyez, par exemple, les Chinois qui vendent Piketty. Bon, l'auteur français d'un livre, de plusieurs livres financiers très importants sur le capitalisme. Notamment. Voilà. Bon, eh bien, ils vous vendent Piketty en disant on est tout à fait d'accord avec Piketty, mais c'est pas applicable chez nous. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça.
Et c'est vrai je me souviens, moi, à Davos, du président chinois parlant de libéralisme économique et de Donald Trump à l'époque parlant de protectionnisme. Non, mais c'est pour ça. Non, mais si vous voulez, il y a des Bien gens sûr. dans tout. On joue aujourd'hui souvent à contre-jeu, quoi. Hein. Ouais. Donc, mais ça fait partie. Il faut pas être dupe. Le chef d'entreprise, pour moi, la grande difficulté. On arrive à la fin. Pour moi, Oui. la grande difficulté du chef d'entreprise aujourd'hui, c'est d'arriver à décoder un monde très complexe dans lequel tout le monde cherche à l'entraîner sur des fausses pistes. Des chemins de traverse, comme diraient les chanteurs. Hein. Et donc, le problème du chef d'entreprise, c'est d'arriver à s'y retrouver. Et là, c'est là où il faut qu'il pratique, excusez-moi de le dire, l'intelligence économique. En conclusion, Hubert Védrine, par rapport à ce monde qui peut-être est un peu chahuté pour ceux qui doivent mettre en place des Je ne stratégies. vais pas conclure globalement, mais sur le capitalisme, ça ne change pas tellement. À la fin des fins, c'est qui contrôle le capital. Qu'ils soient en papier ou je ne sais pas quoi, c'est pareil. Hein. Donc, qui contrôle le capital? Et là, il peut y avoir un débat qui existe d'ailleurs dans l'histoire américaine, où il est parfois de plus en plus concentré. À la fin des fins, c'est 0,01% des gens. Ou alors, vous avez l'époque Roosevelt, qui considère que c'est dangereux. D'abord, c'est injuste, et d'autre part, c'est dangereux pour la démocratie, et c'est mauvais pour l'économie. À ce moment-là, vous avez des pratiques variées de participation, en réalité. Donc, des oscillations depuis les foires en Champagne au Moyen-Âge. Donc, ça ne change pas tellement, ça ne change pas tous les ans. Hein. Il n'y a pas de capitalisme, de je ne sais pas quoi. Mais moi, j'aime bien ce qu'écrit Vittori. Oui. Ce n'est pas une critique de Vittori, mais Oui. Je pense que c'est ça le fond du truc. Et que dans la partie du monde qui s'est gigantesquement enrichie dans la mondialisation dérégulée, dont on sort à peu près, c'est trop concentré, pour dire les choses simplement. Donc moi, je pense qu'on a besoin de réintroduire dans le système, disons, américano-globalisé, dérégulé, financiarisé, dollarisé et compagnie, un peu de rooseveltisme. Un peu. Merci beaucoup à tous les deux, Hubert Védrine et Alain Juillet. Merci pour votre écoute. Bon appétit. Et la soirée continue. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, avant de dîner, je sais que le timing est très serré, on a pris un peu de retard. Mais, mesdames et messieurs, juste une petite chose. Si vous savez qu'on est en 2023, et là, on a une guest star qui va venir. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. 2023, c'est la Coupe du Monde de rugby. Et donc, on a une star internationale qui va venir sur scène à côté de moi. Je sais qu'on est en retard, mais bon sang, c'est la 10e édition du Gala des directeurs supply chain. Donc, vous pouvez un peu attendre, pas longtemps. C'est une star. Il n'est pas français. Il vient de Nouvelle-Zélande. C'est un des plus grands demi de mêlée au monde. C'est 3 Coupes du Monde. 99, 2003, 2007, champion d'Europe avec Toulouse, champion de France, élu meilleur joueur de l'année au monde en 99. Mesdames et messieurs, Byron Keller, s'il vous plaît. Voilà, avec l'ensemble des partenaires et puis vous, directeur supply chain, on voulait vraiment vous faire ce cadeau-là. C'est la 10e édition, pour vous remercier. C'est un des plus grands rugbyman du fin du 20e et 21e siècle, hein, parce que tu as été sur 2 siècles, toi. Comme je dis, Byron, il a 2 siècles. Et puis, il a une autre qualité.
Byron, c'est que il a fait 3 Coupes du Monde et il a perdu 2 fois contre la France. Donc ça, c'est... Ça, c'est pourquoi je joue en France après. Bon, Byron, on n'a pas beaucoup de temps, bien sûr. On va faire un petit sujet très rapide. Le haka des All Blacks, c'est quoi le haka? Pourquoi cette danse? Donc, le haka, c'est une expression de la passion, de la vigueur et de l'identité de Nouvelle-Zélande. C'est un message de l'âme exprimé par les mots et les actions. Mais en Nouvelle-Zélande, dès que tu es né, soit tu es un garçon ou une fille, tu as remis le tricot de maillot noir, les chaussettes noires, ça veut dire bienvenue en Nouvelle-Zélande. Et après, tu fais le haka. Tu apprends le haka. Et l'école, c'est une éducation pour tout le monde de faire le haka. Et c'est vraiment une représentation de notre ancestry et notre compassion. Donc c'est une culture maori, les femmes et les hommes pratiquent le haka. Et d'ailleurs, je crois que dans le haka, il y a 65 haka différents, types de haka. Oui, il y a 65 différents haka de différentes régions, de différentes écoles, et tout le monde représente une province, ou une éducation pour la province. Et le haka, c'est pour nous, c'est vraiment une éducation de la vie. Voilà. Et donc, bien évidemment, les femmes, Brian, pratiquent le haka aussi. Et il y a des danses. Alors, le haka, c'est historiquement avec des lances, etc. Et les femmes pratiquent cette danse aussi avec les lances. Aujourd'hui, le haka, c'est sans lance. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est retirer les énergies de les ancêtres qui créent les opportunités pour nous, pour aujourd'hui. On retransmet ce message par notre corps et on a posé un challenge pour l'équipe adversaire ou peut-être être un welcome aussi. Bon, c'est qui va gagner la Coupe du Monde? Je le fais entre les deux chaises parce que j'habite ici parmi vous à Paris. Mais pour moi, j'espère que le Black va gagner. Mais l'équipe de le bleu, allez le bleu, ils sont préférés, ils sont favoris, ils sont en position. Donc j'espère pour vous, c'est maintenant ou jamais. Et ouais. Et dernière question, Byron, mais t'es pas obligé. Est-ce que tu peux faire sur scène un haka, si tout le monde est d'accord? Parce que c'est quand même l'année du rugby 2023. Et, est-ce que tu peux nous faire ça? Donc, je sais pas, les gens ont envie de le voir. Peut-être une édition haka de Nouvelle-Zélande. Bon, allez. Ok, bon, on va le faire. Hein. Alors? Non, moi je le fais pas. Michael, viens ici, s'il vous plaît. Moi je le fais si Jean-Christophe Maché le fait avec moi. Parce que moi, avoir le président de FM Logistique avec moi faire le haka, je veux bien. Mais non, mais attends, moi je suis pas entraîné. Et puis, je sais pas, tu vois. Voilà, non, c'est l'année du rugby. Allez, vas-y. Non, mais moi je. Bon, excellent. Bon, tu veux garder le micro devant moi, s'il te plaît, hein? Ouais. Michael. Mais c'est l'année du rugby, hein, 2023. Voilà, c'était Byron Keller, mesdames et messieurs. Allez, attendez. Ah, Non, mais vous êtes gentil. On prépare la Coupe du Monde. Byron, tu es merveilleux. Mais on parle surtout, on est sur Roland Garros.
Hein? Alors là, Ah oui. Henry. Donc, Alors, mesdames et c'est qui, messieurs, c'est Monsieur ça Gaspard Henri Oh Lecomte. là là, et Bah ouais, champion. Donc écoute, franchement, si on pouvait faire ça sur un cours de tennis, à mon avis, j'aurais plus de chances de gagner, tu vois. Mais j'aurais dû faire ça en 88 quand j'ai joué Villander. Il aurait eu peur. C'est vrai. Ouais, c'est ton moment de ce moment parce que c'est le Roland Garros. Donc, je veux laisser toi d'aller voir le tapis rouge. Mais par contre, l'équipe de Nouvelle-Zélande joue bientôt contre vous dans la Coupe du Monde. Oui. Donc, on va le voir. Nous, on a fait ça en 91. Tu sais, quand on a joué les Américains, on leur a fait notre propre AK. Bon, Henri, c'est évidemment Henri. la semaine de Roland Garros. Qu'est-ce qui se passe? On bat les All Blacks tout le temps et au tennis, on est la ramasse. Voilà. Qu'est-ce qui c'est ça? Même les Néo-Zélandais nous battent au tennis. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, parce que là, la question, elle est belle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense qu'on devrait faire le AK dans le tennis pour comprendre un petit peu la situation et de moins sur l'émotion. C'est-à-dire de vraiment trouver les personnes et de travailler dans le même sens comme vous tous vous faites ce soir. Pour arriver à ce niveau aujourd'hui, il faut travailler. Donc il faut aussi se surpasser, il faut aussi écouter et surtout avoir l'ambition de ses volontés. C'est-à-dire de pouvoir gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut travailler tout au long de l'année. Il est vrai qu'on a une génération, on est dans le creux de la vague, mais qui n'est pas dans le creux de la vague, mais simplement de pouvoir comprendre et d'analyser un petit peu ce qui se passe au sein de la fédération. On est une fédération qui est forte, qui a le potentiel, mais aussi on a besoin un petit peu de bouger un petit peu les codes et de changer certaines choses. Donc on va avoir, je l'espère, rapidement un vainqueur de Roland Garros, mais il faut qu'on le prépare sur terre battue. Là, c'est un autre problème. Donc je pense qu'il faut qu'on aille un peu en Espagne. Il y a un mec qui jouait pas mal à une certaine époque. Ouais, il y en a un autre qui arrive aussi. Là. Oui, il y en a un autre qui arrive aussi qui est pas si mal non plus. Il y a un petit jeune, il s'appelle Alcatraz. Non, Alcaraz, pardon. Ouais. Bon, Alcaraz. Henri, Byron, on va vous laisser dîner parce que je sais que vous avez Oui. faim. Le timing est là. On va retrouver Byron et Henri tout à l'heure pour les trophées. Grand merci, Byron, Henri. Vive le rugby, vive le tennis. Et à tout à l'heure. Et excellent appétit. À tout à l'heure. Merci à tous. Ouais, merci.